Vous savez, tous les spécialistes s'accordent à dire que le Cameroun est dans une situation sociopolitique et économique critique. Tous les indicateurs sont au rouge. Il n'y a pas un secteur de la vie sociale, de la vie collective qui soit en bonne santé. Tant sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, que sur le plan des mœurs. Même les institutions de Bretton Woods s'accordent dans leur note à dire que, en dépit de son grand potentiel, les grandes espérances qui étaient mises sur le Cameroun n'arrivent pas à leur réalisation. Sortir les masses de la pauvreté n'a pas été au rendez-vous. Des grands indicateurs économiques sont soit mitigés, soit au rouge. On est toujours sur le fil du rasoir en ce qui concerne notamment la capacité de paiement, en dépit du fait que l'économie camerounaise, au travers de ses spécialistes des valeurs du trésor, soit liquide. On est notamment aussi sur le fil du rasoir en ce qui concerne le rythme de l'endettement, qui chaque jour n'arrête pas de grimper. Il n'y a pas de visibilité et de lisibilité dans la prospective politique et la gouvernance économique. On a comme l'impression qu'il y a un défaut d'inspiration. Les seuls outils qui nous semblent, je ne sais pas comment vous pourriez l'apprécier, mais c'est comme ça que je vois, les seuls outils auxquels on semble recourir, dont la gouvernance économique, semble être la taxation, l'imposition. Pour des masses et des populations camerounaises déjà assez essorées, pressurées de toutes parts, paupérisées, nous avons souvenance qu'en réalité, depuis l'époque de la crise de la dette des années 90, les Camerounais sont dans une situation économique dramatique. Vous vous rappelez, les coupes de salaire. On n'a jamais restauré les salaires en question. Et ajouté au fait qu'il y a une pression fiscale chaque jour un peu plus prégnante, un peu plus pressante, et que il y a une flambée des prix, vous pouvez donc imaginer quelle est la situation des masses les plus précaires camerounaises. Elles suffoquent. Elles suffoquent. Je vais acheter ma part de nourriture avec quoi? Donc on est obligé de mal en pire dans ce pays. Et vraiment, tout est cher. Vraiment. Nous-mêmes, on a constaté, tout est cher. L'huile, le savon, l'haricot, les arachides. Donc on essaie de faire un qui souffrent. Même les boutiquiers ne souffrent de rien. Parce qu'ils achètent et ils vendent cher. C'est le consommateur final qui souffre. Regardez la vie chère. Il faut qu'ils essayent de revoir le leur prix. panier de la ménagère. Même le savon, on ne parvient pas aller à se laver. Même le savon, c'est la magie. Bouteille d'huile est à 1800 francs. Le kilo de viande, c'est inaccessible. On ne peut pas... C'est-à-dire que la famille moyenne au Cameroun n'arrive pas à prendre des dispositions. Et les enfants sont là, ils mangent trop. Vraiment, on n'a pas de moyens. Il faut que tout ce qu'on est en train de vendre, qu'on essaie de trouver une solution pour ça. Vraiment de Dieu, ça, donc je ne sais pas quoi parler. Moi je parle en tant qu'une veuve. Moi je ne peux pas m'en sortir pour toutes les choses là. Le poisson, Kanbunga à 200. Les enfants vont aller à l'école. Les enfants, il faut qu'ils mangent. Il faut l'argent de beignets. Il faut l'argent de ceci, cela. Et on vient au marché, on n'arrive pas. Nous allons où? Je suis dépassée. Vraiment, il faut qu'on trouve une solution pour tout ce qu'on est en train de parler. On peinerait à trouver dans un exercice qui consisterait à indiquer quel est le secteur de la vie sociale, politique, économique, culturelle qui marche bien au Cameroun, à pouvoir l'indiquer. C'est un fait. S'il y a une chose possiblement qui marche, c'est peut-être le domaine du renseignement, du traitement de l'information, pour se maintenir au pouvoir, certainement. En tout cas, s'il y a des secteurs qui marchent, ils sont véritablement résiduels. Ils ne sont pas des secteurs essentiels qui impactent significativement l'existence des masses et leur donnent de pouvoir dire qu'ils se sentent à l'aise dans ce pays. Alors, comment
en sommes-nous arrivés là? Dans cette situation où presque rien ne va, une économie totalement extravertie, une perspective qui ne prend pas en compte notre potentiel en tant que nation, notre potentiel économique naturel pour propulser le développement. Comment en arrive-t-on à être dans une relation de dépendance de l'extérieur au point où nous passons le temps à importer au lieu de développer véritablement une industrie locale reposant sur nos capacités et nos potentialités naturelles? Bref, comment en sommes-nous arrivés à être dans cette situation exsangue? Alors, plusieurs thèses, toutes vraies, sont souvent énoncées. La thèse colonialiste. Le colonialisme a eu un impact fâcheux. On n'a pas orienté les structures productives et l'économie dans le sens de s'appuyer véritablement tant sur nos forces que nos besoins réels dans le cadre des interactions et des échanges avec le monde pour pouvoir nous développer, mais on a développé un tissu et une mécanique économique selon les besoins en réalité du colon. C'est une thèse qui marche, qui a du sens. Il y a la thèse néocolonialiste liée à la devancière, qui dit qu'en réalité, le colon s'est choisi des gens qui en réalité n'avaient pas qualité et légitimité pour gouverner ce pays, mettant sur la touche, et ce de façon violente et quasi barbare, les réels leaders et légitimes qui aspiraient à diriger cette grande nation, cette nation au grand potentiel, et à assurer son essor selon un dessein qui était partagé de tous. Nous avons en mémoire le martyre et la mort des grands leaders, Oumniobé, Osende Afana, Félix Moumié, etc. C'est une thèse aussi qui a du sens. Du fait que nous avons donc des gouvernants qui sont des caisses de résonance d'un pouvoir colonial qui, en dépit des oripeaux d'indépendance, n'a jamais voulu arrêter de faire main basse sur le pays. C'est une thèse qui marche. Bien que toutes ces thèses soient vraies, il y en a une autre, par exemple. On ne va pas faire économie de toutes. Une autre, c'est la thèse de l'incompétence qui est souvent avancée. C'est-à-dire que nous avons des gens sans vision politique réelle, sans corde à leur arc, qui leur permettent de véritablement prendre à main et piloter la destinée du pays dans le bon sens. Mais je peine quand même avec cette thèse-là de l'incompétence. Parce que quoi qu'on dise, ceux qui gouvernent ont quand même un certain profil. C'est des gens bien formés, qui ont fait de grandes écoles, qui sont bardés de reconnaissance académique à plusieurs égards, pour le plus grand nombre d'entre eux, qui sont professeurs, docteurs, etc. On me dirait, écoute, ça ne garantit forcément pas la compétence. Mais je dis quand même qu'ils ont les outils expectés qui permettent logiquement de pouvoir leur accorder une certaine créance et faire reposer sur eux un certain nombre d'attentes pour qu'ils mènent à bien les choses et président du mieux possible la destinée de ce pays. Mais ce n'est pas le cas. Sont-ils incompétents? Parfois j'en suis à dire non, ils ne sont pas forcément incompétents. On peut être compétent et choisir de ne pas mettre à profit sa compétence. Et c'est en cela donc qu'il y a une autre thèse qui naît, celle de la philonie. C'est-à-dire que on fait les choses dans le sens de l'enlisement, de l'englument, de l'inertie,
pesanteur, et ce, de façon consciente, sciemment. C'est en cela qu'on pourrait donc parler de grande trahison, de félonie. C'est une thèse. Mais dans le cadre de cette présentation, je veux faire plutôt la psychanalyse d'une autre thèse. Celle-là, elle vient à la suite des autres arguments. Et elle commence en 1992 avec l'élection présidentielle. À l'élection présidentielle de 1992, plusieurs spécialistes s'accordent à dire qu'en réalité, celui qui est sorti vainqueur de cette élection, je nomme le président, son Excellence Paul Biya, n'était pas le vainqueur de cette consultation électorale présidentielle et que ce serait John Frondier, de regretter mémoire, le président historique et fondateur, le chairman défunt du Social Democratic Fund, SDF. Alors, vous savez, on a notamment évoqué dans le cadre de cette élection présidentielle le fait qu'une certaine mécanique avait été mise en œuvre pour permettre justement de battre en brèche ce qui pouvait être considéré à l'époque comme la tendance logique qui voulait qu'en réalité le régime du renouveau du président Biya soit débouté du pouvoir. Paul Biya est un panafricaniste, ce sont des menteurs. L'histoire de Paul Biya est là pour dire d'où il vient, qui l'a promu, qui l'a placé là. En 1992, il y a eu une élection présidentielle au Cameroun, après le retour du pseudo-multipartisme. Paul Biya a été battu dans les urnes par le leader de l'opposition d'alors, feu le président John Frondier, qui était à la tête de la coalition de l'Union pour le changement, UPC, sur la base de son parti Social Democratic Front. Biya a perdu dans les urnes, mais le général Semengue, qui était chef d'état-major de l'armée camerounaise à l'époque, par ailleurs, lui-même issu de l'armée coloniale française, qui avait participé aux crimes de guerre et aux crimes coloniaux français en Indochine et en Algérie, Semengue a dit que si Paul Biya avait reconnu sa défaite en 92, l'armée aurait pris le pouvoir parce qu'il était inconcevable pour lui, Semengue, et pour la France, qu'un anglophone bamileke gouverne le Cameroun. Ce sont les mots du général Pierre Semengue. On évoque notamment le fait que une éminente personnalité de l'époque dans le monde judiciaire, en la personne de Louis-Gabriel Dudon, pressenti au poste de président de la Cour suprême, instance fêtière qui, à l'époque, répondait justement de l'issue et de la promulgation des élections, a été mis sur la touche. On dit qu'il avait le profil, mais il a été mis sur la touche au dernier moment, de façon tout à fait inattendue, bien qu'il soit celui qui avait le profil pour être ressenti à la position en question. Et l'histoire raconte qu'il est passé par un certain nombre de difficultés qui relevaient quasi de la persécution et de l'oppression par la suite, si on s'en tient à certaines sources. Et le fait qu'il ait été mis sur la touche a profité justement à Alexis Dipanda-Mwele. Et bien évidemment, ceux qui pensent que le SDF a été vainqueur de cette consultation électorale présidentielle évoquent notamment aussi quelques ambiguïtés, puisque tout le monde criait à cette époque à la victoire de l'opposition par le SDF. On n'a pas compris en dernière heure pourquoi le SDF, dans son recours en annulation, en contestation de l'issue de ce scrutin présidentiel, a fait un rétro-pédalage
très intriguant. Alors, si je m'en tiens à cette donne, une possible et hypothétique victoire du SDF à l'élection présidentielle de 1992, on pourrait donc dire que le régime du renouveau qui a continué à gouverner le pays après 92 est donc un régime d'imposture. Et celui qui l'incarne, de même, un imposteur. Semenga a dit, si Paul Biya avait osé reconnaître sa défaite, nous allions faire un coup d'État. Parce que nous avions été préparés par cela depuis l'Indochine, par l'armée française, nous avions des consignes. Il est hors de question que le pays passe entre les mains de quelqu'un d'autre que celui qui a été adoubé par Paris. L'interview existe, où Semenga explique que certes, Paul Biya avait perdu, mais Paul Biya savait très bien que s'il osait passer le pouvoir à l'opposition, l'armée faisait un coup d'État. Semenga est encore vivant. L'interview existe. Je vous la ferai écouter ici, où il le dit. Donc, le chef d'état-major de Paul Biya sait que Paul Biya a perdu en 92. Que Frunzi l'a battu, il a conservé le pouvoir par la force. Et ensuite, toutes les élections ont été confisquées, soit par l'administration territoriale, soit par des organes confisqués par les membres du RDPC. On a tantôt parlé de Onel, et ensuite on a parlé de Lekam. Tout ça là, ce sont des hommes qui rendent compte directement à la présidence. Les chiffres des élections au Cameroun sont décrétés à la présidence de la République. Et le Conseil constitutionnel, et la Cour suprême, tout ça, ce sont des chambres d'enregistrement. Il n'y a jamais eu d'élection démocratique au Cameroun. Paul Biya est un menteur. Tout Camerounais qui se tient devant vous pour dire que Paul Biya a instauré la démocratie au Cameroun, dites-lui qu'il a instauré quelque chose qui finit aussi par cratie. Mais qu'entre O et C, il y a la lettre N. S'il a instauré quelque chose au Cameroun, ce n'est pas la démocratie, mais la démoncratie. C'est-à-dire qu'il a davantage donné le pouvoir aux démons, à tout ce qu'il y a de mauvais au Cameroun. Paul Biya a promu la méchanceté au plus haut niveau de l'État, le cynisme au plus haut niveau de l'État. Voilà comment on s'est retrouvé avec des ministres nauséeux comme Atanga Goebbels Nji. Atanga Goebbels Nji, n'est-ce pas? Bon, très bien. Il dit qu'on ne peut pas utiliser des termes comme dauphin constitutionnel parce que ça frise la monarchie. On frappe ça de la fonction -1, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu démocratie, mais il y a plutôt autocratie. Le Cameroun est une dictature affreuse. C'est-à-dire que vous n'avez pas été choisi. La volonté nationale manifestée par le suffrage universel n'a pas été en votre faveur. Ça veut dire qu'il y a un désaveu et que vous ne devriez plus en principe être au pouvoir, mais vous êtes là. Donc du coup, vous devenez illégitime. Illégitime. Mais vous êtes quand même là. Par la force des choses, si je puis m'exprimer ainsi, par votre force, on pourrait dire, parce que vous en avez les moyens et que vous avez pu vous imposer. Alors, la question maintenant, et là vous comprenez le titre de cette réflexion, c'est comment dans un régime d'imposture, comment un imposteur se sent lorsqu'il doit gouverner. Si je suis un imposteur, comment je gouverne? Sachant qu'en réalité, je suis là, je me suis imposé par moi-même, je ne suis pas légitime, on ne m'a pas voulu, mais je suis là, et je suis là de force, donc je ne vous dois pas d'être là. Et du coup, pendant que je gouverne, comment je vais gouverner? Eh, je sais que vous ne m'avez pas choisi. Si cela ne tenait qu'à vous, je ne serais plus président. Je ne serais plus. Alors, du moment où je sais ça, que j'ai été mis sur la touche, j'ai été mis sur le pont, comment est-ce que je gouverne encore, sachant que je me suis simplement imposé et que vous ne m'avez pas voulu? Quelle est la psychologie de celui qui gouverne en ce moment-là, en toute illégitimité? Bien sûr, je n'ai pas été choisi par vous, je ne vous dois pas d'être là, je n'ai pas été élu par vous, alors, possiblement, je ne gouverne pas dans le sens de vos intérêts. Je gouverne dans le sens des intérêts, des forces d'arrière-plan, assumées ou alors non assumées, avouées ou non avouées, visibles ou occultées, qui m'ont permis de me maintenir au pouvoir. En tout cas, si je me dois, sans interférence exogène
d'être là. Toujours est-il que si ce n'est que par ma force, je gouverne donc pour moi, de façon égoïste, de manière à satisfaire mes intérêts, qui peuvent être purement des intérêts politiciens, des intérêts de pérennisation de mon pouvoir, des intérêts de présence, même si elle s'avère sempiternelle, je ne gouvernerai pas en pareille situation. Possiblement, pour que vous soyez, vous, qui m'avez quelque peu, entre guillemets, trahi, à l'aise, puisque je ne vous dois pas d'être là. Je me dois d'être là, et je dois à ceux qui m'ont permis de me maintenir d'être là. Pour quelle raison en réalité? Je devrais gouverner pour vous, pour que vous sortiez de la pauvreté, pour que vous ayez une bonne qualité de vie, pour que vous vous épanouissiez. Mais non. Je me sens en réalité comme trahi par vous, qui à majorité ne m'avez pas choisi. Donc, c'est un rapport qui est un rapport en réalité, on pourrait le dire ainsi, d'opposition. Nos intérêts ne convergent pas, ou alors à un certain moment donné de l'histoire n'ont pas convergé. Raison pour laquelle on ne m'a pas choisi. Et du coup, même lorsque je gouverne avec cela en mémoire. Je ne suis pas votre choix. Remember that in 1992, when the SDF boycotted the parliamentary elections, he talked about the Memvele Dam and which one is that again? Lombanga. He talked about these dams, and he said then that he had sent people to France to look for funds for these dams to be built. Cameroon would have electricity as far back as 1992. From 1992 up to 2012, 20 years after, Mr. Biya is still talking about the same dams, about the same projects, about the same availability of electricity, about availability of water. The senators are to be voted by the council or the councillors. And this council, the present councillors and mayors, were voted on the Onel elections, which were highly flawed, condemned by the director of Onel then, Acha Mufo. And Mr. B himself confirmed, Marafa confirmed that the elections were not free and fair. Mr. B is there turning, he wants to use those elections to conduct senatorial elections. I said that Mr. Biya is just deceiving Cameroonians and telling you how there's peace in Cameroon. I've warned that for the fact that Cameroonians are peaceful and they keep quiet and they're watching, you should take note that when you take a snake and you torture the snake properly and the venom concentrates in the mouth, when that snake gives you one bite, you fall dead there. He should not take Cameroonians for granted. Pourquoi partager vos intérêts? C'est un peu cynique. Mais les choses sont ainsi faites. Bien, on va me dire, ben écoute, c'est un accident, 92 c'était un accident, ben on voit bien par la suite comment, au cours des autres consultations électorales, le régime du renouveau, par son champion Paul Biya, a gagné haut la main les autres consultations électorales présidentielles, avec parfois, notamment comme en 2018, un suffrage qui congruait, on pourrait le dire, vers une espèce de plébiscite en 71%. Donc, 92 c'était un accident, et là on a fait une espèce de rattrapage par la suite. Mais vous savez, quel est le sens d'un tel rattrapage? Vous glanez des victoires par la suite, sur une imposture, quoi qu'on dise,
sur une imposture. Vous n'auriez plus été là qu'on n'aurait pas les prétendues victoires de la suite, ou les suffrages universels manifestés par la suite. Et encore que, je parle de façon prosaïque et avec beaucoup d'euphémisme, pour la seule raison que nous savons que les victoires en question, les suffrages en question sont questionnables. Quand on sait comment fonctionne la machine, le monstre politique qu'est le régime du renouveau, avec son parti ITA, le RDPC, ayant à sa bonne tout l'appareil administratif qui coopère, ayant à son compte, disons-le, pour le déplorer, des travers en ce qui concerne les fraudes électorales, etc. Est-ce qu'il y a matière à se gargariser? La psychanalyse de cette situation, elle est somme toute triviale. Mais, s'il y a eu, tel que le pense certains spécialistes, une espèce d'imposture dans l'issue de cette présidentielle de 1992, nous sommes en droit de penser, en faisant une espèce de psychanalyse de la situation, qu'en réalité, lorsqu'on sait qu'on est un imposteur et qu'on ne mérite rien, on ne dirige pas, notamment aussi comme quelqu'un qui mérite quoi que ce soit. Quand on sait que nous occupons un magistère, une position que nous n'avons pas réussi à obtenir par une volonté populaire avérée, effective et réelle, la psychanalyse des choses, on pourrait se dire, du coup, on peut aussi ne pas gouverner pour ceux qui, majoritairement, ne vous ont pas choisi. Donc, on va gouverner pour des intérêts particuliers, gouverner pour soi-même et pour toutes les forces qui ont permis la pérennisation de votre pouvoir. Peut-être que s'il faut dire les choses aussi trivialement possible, psychanalyser les choses de façon aussi basique, on pourrait dire que c'est aussi une des thèses explicatives du drame camerounais. Allez savoir, c'est une petite réflexion comme ça sur l'issue de l'élection présidentielle de 92 et sur ses conséquences psychologiques, psychanalytiques. Donc, voilà, on ne peut pas, si la thèse de l'échec du régime du renouveau aux élections de 92 est avéré, penser qu'en réalité, par la suite, un tel régime aurait pu gouverner, ma foi, dans l'intérêt de tous. C'est dommage, mais c'est un tout petit peu ce que je pense. Maintenant, vous me direz ce que vous pensez de même. La situation, elle est peut-être aussi simple que ça. Au-delà des grandes réflexions intellectuelles qu'on pourrait mener, peut-être que les choses peuvent s'envisager de la façon la plus triviale possible, de cette façon. Voilà, c'était l'objet de cette présentation. À nous revoir bientôt pour une nouvelle. Partagez la présentation avec vos contacts qui pourraient possiblement être intéressés par la ligne éditoriale de cette chaîne, ou nourrir notamment la réflexion sur la présentation de cette vidéo au travers d'un commentaire. Sur ce, on se revoit bientôt pour une autre présentation.